Voyage en récit, Christophe Massot. Yves Le Tertre. Et Maria Petite. et Geoffroy Scrive. Donc nous sommes ici à Trémargat, dans ce petit village des Côtes d'Armor, pour parler d'un fabuleux voyage que vous avez pu faire, tous les deux, à travers le monde, ou autour du monde, donc à vélo. Et le but était au départ, si j'ai bien compris, de visiter ou de pouvoir témoigner auprès de vos semblables de ce qui étaient les forêts primaires et ce qu'elles sont devenues. Est-ce que c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. C'était un peu le but, quoi. Enfin, pour ma part, en tant que forestier, savoir, ayant travaillé pendant des années dans les forêts bretonnes, savoir qu'est-ce que c'était qu'une forêt sauvage et quel était le milieu, enfin, des arbres que je plantais, comme les épicéas de Sitka, d'où ils venaient, et connaître justement ces milieux sauvages. Quelque chose à rajouter ? Disons, moi, quand j'ai entendu le projet de Christophe Massot de partir en vélo autour du monde pour découvrir les dernières forêts primaires, ça a fait waouh, c'est la formule magique. Donc, j'ai tout de suite été très motivée. Puis, pour moi, c'était partir à la découverte du monde, aussi du monde sauvage, en fait, de la nature sauvage. Et des gens, et avec des moyens en fait humains, c'est-à-dire pédaler, quoi. Donc des moyens en fait pas ras du plancher, mais je veux dire en fonction de tes propres capacités humaines. Voilà. Derrière ce moyen de locomotion qu'est le vélo, y avait-il donc seulement la dimension du sport, du physique, ou la dimension aussi humaine, c'est-à-dire la rencontre que vous y avez, parce que entre Trémargat et cette première forêt primaire, donc entre la Pologne et la Biélorussie, il se passe quelques kilomètres quand même, donc quelques journées de route, et vous dites, ce que vous êtes dit avant de partir, comment on va vivre ces journées en fait, de quoi elles vont être constituées ? Ou est-ce que c'est venu en cours de route de se dire, bon bah tiens, je tombe là-dessus et puis je prends tout ce qui arrive Notre démarche, c'est un petit peu au jour le jour, justement, quoi. Avec le vélo, ce qui est bien, c'est que tu es autonome, tu as tout avec toi, pour cuisiner, pour manger, pour dormir. Et en même temps, donc ça fait 3000 km. C'est pas quelques journées, c'est un mois jusqu'à Białowieża. Bon, on est parti à la belle saison, donc c'est vrai qu'on avait besoin tellement de rien. En vélo, tu t'arrêtes n'importe où, tu peux dormir n'importe où, tu te sens en fait vraiment libre en vélo et aussi à la disposition des gens. Enfin, tu peux t'arrêter facilement, rencontrer les gens et tu es aussi au contact du territoire, quoi. Au contact du vent, de la pluie, du soleil, tu entends les oiseaux, voilà. C'est se remettre à l'échelle du temps, en fait. C'est se remettre à l'échelle un peu du temps et de la vie. C'est-à-dire, il y a trois façons de voyager. Il y a ceux qui voyagent complètement à pied, qui portent vraiment leur sac à dos, c'est lourd. T'es très léger et puis t'es vachement, non pas tributaire, mais tu dois être toujours ouvert aux autres parce que t'es toujours en demande. Après, tu voyages en bus et puis après, il y a ceux qui sont en vélo. Et moi, je trouve que le vélo, justement, donne une dimension où tu peux aller loin, assez rapidement, mais en étant aussi ouvert aux gens. Et tu peux, comme on a eu, avoir des galères mécaniques ou autres, ce qui te permet justement d'avoir besoin des humains et puis d'être proche d'eux. Tu dis merci à nos vélos d'avoir merdé à chaque fois. Ça donne une expérience. C'est vrai qu'en Russie, à toutes les villes, on était là en train de chercher « À Gdzie Master Remont ?» Master Remont, Gdzie Où est-ce qu'on peut trouver le maître artisan du vélo, tu vois, parce que le réparateur. Ouais. Sachant qu'en Russie, en fait, ce qui est marrant, c'est que t'as les boutiques où tu vas acheter entre guillemets ton matériel, enfin tes pièces de rechange, mais c'est pas là où ils vont te les réparer. Donc après, t'es obligé de chercher le club cycliste de la petite ville. C'est souvent près du gymnase, il y a une petite équipe de jeunes, et puis hop, pour quelques billets, ils te refont ton vélo, ils te le nettoient, et hop, tu repars après. Et donc c'est des rencontres. Souvent intercyclistes des fois qu'on a rencontrés, assez sympa, ouais. Ou bien des gens simples qui nous accueillaient, qui voyaient que ah ben mince, mon porte-bagages est dessoudé, faut le ressouder. Enfin, c'était très humain, quoi. Et quel est votre souvenir quand vous voyez cette
forêt primaire pour la première fois, vous l'avez vue de loin et vous êtes dit on est arrivé au but de notre voyage et vous êtes impatient de voir quel est son cœur, qu'est-ce qu'il y a au milieu ou elle vous a au contraire, elle vous est apparue derrière un virage et vous vous attendiez pas. Comment ça s'est passé ? Oh bah, c'est progressif, hein, parce que déjà, on avait un mois de voyage, on sentait que, voilà, enfin, tu vois, il y a eu les derniers 200 kilomètres où il y avait une appréhension, qu'est-ce qu'on va y trouver? Bah, ça, on le raconte pas mal dans le film, en fait, Glace, on voit bien. Et il y a eu une grande émotion. En plus, on était accompagnés par les éléments, il y a eu une tempête à ce moment-là, le vent, il nous poussait, c'était des éclairs, c'était... Puis on est arrivé par des petits chemins. Et donc, la forêt, elle était présente plus ou moins quand même tout du long du chemin. Mais là, là, on sentait qu'on rentrait dans quelque chose, quoi. Et la forêt, le milieu de la forêt de manière générale, surtout quand elle est sur des grandes surfaces, des grandes distances, tu rentres dans un monde qui te dépasse, en fait. Ouais. Que tu vois, tu n'es pas un oiseau, tu voles pas au-dessus des arbres. Et puis, enfin, t'es juste à la surface d'un monde qui t'englobe. Et c'est vrai que moi je me souviens le jour où on est arrivé, on est arrivé par des petits chemins de terre et sur un petit pont là et on avait un marais qui s'ouvrait à nos yeux tout entouré de forêt, mais c'était l'émotion, c'était beau quoi, beau et vraiment un accueil de la forêt quoi. Ouais, bah justement j'avais l'image en tête de cette arrivée sur ce petit pont évidemment, ça c'est sûr. C'est le granit. Oui, le soir du bivouac, le premier bivouac. La place forte, comment c'était en polonais je sais plus. Enfin, oui, et puis d'ailleurs on en a rigolé parce que c'était marrant que la première nuit passée après 3000 bornes pour des Bretons qui habitent le centre de Bretagne, pas invariablement, mais comme on va dire par hasard, on nous indique une petite place où camper, près de la forêt, et c'est une place où il y a un effleurement de granit, quoi. C'est la seule dans toute la forêt, parce que c'est pas une forêt où il y a du caillou. Et là, il y avait un effleurement de granit. Et en fait, c'est un endroit... Mais je crois qu'on l'a trouvé au feeling, hein, personne nous a trop dit, hein, on a vu les panneaux, tout ça. Mais ça veut dire la place forte, ouais, parce qu'il y avait des rites à cet endroit-là. Donc, tout était, dans notre voyage, vraiment, tout était inspiré par... je sais pas, par des liens en fait terrestres quoi, et naturels quoi, entre le végétal, le minéral, l'endroit d'où on venait, là où on arrivait, c'était toute la nature en fait qui nous guidait. Et qui nous appelait aussi un peu, un peu comme si il fallait que cette première expérience nous encourage justement à ces forêts encore plus sauvages qui sont les forêts russes. Là, c'était l'entrée un petit peu en matière, parce que c'est pareil, on parle de quelques centaines de milliers d'hectares, peut-être 120 000 par exemple. Mais après, ce qui nous attendait dans le nord ou ailleurs, c'est des millions d'hectares de forêts sauvages, quoi. Et donc c'était un peu une entrée en matière qui nous a bouleversés, enfin qui m'a bouleversé personnellement aussi. Je me rappelle d'un jour, on était sur une tour d'observation et à 4 heures du matin, avec cette brume, et on était là pour prendre des images aussi, et j'ai reçu comme une onde, pas une onde de choc, mais vraiment une vibration. C'est comme je sais pas, une onde qui respirait, quoi. Et moi, d'un coup, je me suis dit, mais c'est comme un appel, quoi. C'est un encouragement presque. C'est comme si je ressentais quelque chose de fort et qui était devant mes yeux, qui était cette forêt, quoi. Et donc, c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces forêts ? Il y a un rapport particulier à la nature qu'on a peut-être pu perdre un petit peu à travers le temps, à travers ce qu'on fait aujourd'hui de la nature, ou quel est le but de votre démarche ? C'est de réveiller une conscience de l'homme par rapport à son milieu, environnement naturel, et d'essayer de lui dire il faut faire attention un peu à la façon dont on vit, à la façon dont on l'exploite. C'est ça aussi un peu le but du voyage ? Évidemment, moi déjà, une fois de plus en tant que forestier, je vois bien... et amoureux de la nature, quand on voit la disparition de ces milieux-là qui depuis des millénaires nous apportent tout ce qu'on a besoin. Je vois toute cette ceinture de forêt boréale du Canada jusqu'au nord de la Russie, qu'on appelle le taïga ou le bois, comme ils disent au Québec. C'est un tampon, ou les forêts équatoriales. Tout ça, on en a besoin. Et les détruire comme on fait,
pour juste notre petit confort, entre guillemets. Je trouve ça tellement aberrant et triste que, justement, moi, je voulais aller les voir et de le vivre avant qu'elles disparaissent. Maintenant, oui, je pense qu'il faut essayer de les préserver. C'est indispensable. Ouais, moi je voulais rebondir là-dessus sur aussi le lien de l'homme à la nature. C'est-à-dire que nous, on était inspirés par ces endroits sauvages, un peu comme on y allait un peu comme dans des cathédrales en fait. Et à la fois la vie humaine dans ces environnements-là, encore en lien avec ces environnements-là, qu'est-ce qu'elle est... Enfin, c'est une expérience unique qu'on a perdue. Et c'est aussi retrouver le sauvage un peu en nous. C'est-à-dire, enfin, notre démarche, c'était un peu ça, quoi, retrouver le lien simple à des éléments naturels, se chauffer, le bois, la rivière, enfin, l'eau. Et en fait, cette nature sauvage, elle nous donne tout. Et quand on est dans ces besoins basiques et sans autre nécessité de confort, en fait, on est dans un bonheur réel, quoi. C'est des petits bonheurs, mais... et bon, moi, après, c'est peut-être l'expérience que j'ai essayé d'avoir, on va dire, que j'ai eue à l'autre bout de la Russie où je suis restée finalement vivre. C'est l'expérience des peuples indiens qui, eux, font vraiment partie du monde dans lequel ils sont, quoi. C'est pas, on est là, on utilise le monde et la ressource. On utilise la ressource pour faire du blé et pour s'en détacher complètement. On est là dans le monde, quoi. Dans ce monde. Et savoir garder en nous l'intuition et les réflexes dont on peut faire preuve quand on est immergé dans ce genre de milieu, quoi. Justement, ça amène une question toute simple, mais vous avez vécu à travers ces forêts, vous avez vu toutes ces forêts, à travers donc la Pologne, toute la Russie, et ça fait un sacré nombre de kilomètres. Et pour vous, vous avez continué le voyage, il me semble, du côté de l'Amérique du Sud, en Guyane, je crois. En fait, on va dire entre guillemets de l'Alaska jusqu'en Guyane. Ouais. Okay. Et tout ça à vélo encore? Tout ça à vélo, bien sûr. Et justement, avez-vous pu trouver une sorte de dénominateur commun entre les peuples, les peuplades ou les tribus parfois, qui vivent au sein de cette nature, qui vivent avec elle? Est-ce que vous vous êtes dit, entre l'Alaska, la Guyane, la Russie, la Pologne, est-ce que vous dites, tiens, c'est marrant, parce que ces peuples ne se connaissent pas, ils ne parlent pas la même langue, mais ils ont tous un rapport particulier, et est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez pu constater ça? Et ce rapport à la nature, quel est-il? Est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est un respect? Est-ce que c'est une utilisation raisonnée, raisonnable? Et enfin, comment ça s'articule? Moi, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des peuples qui vivent en forêt. On prendrait ça, nous, le terme de survie. C'est-à-dire que la forêt leur donne de quoi vivre. Mais après, il y a d'autres peuples qui s'en servent comme business. Je vois par exemple les Lacandons au Mexique, dans la province du Chiapas, où il y a une biosphère aussi qui s'appelle justement la forêt des Lacandons. Eux, en fait, ils se servent un petit peu de leur tradition pour attirer du touriste et faire du business avec, quoi. Après, voilà, eux, ils vont plus chasser, ils ont plus ce lien avec la nature, hors business, entre guillemets. Maintenant, les autres peuples, moi, je pense que eux, ils se posent pas la question. Enfin, ils se posent pas la question. Ils sont plus dans un rôle naturel de vie et souvent, oui, je pense qu'ils respectent leur environnement parce que ils savent que si quelque part s'ils rasent tout, les années après, ils n'ont plus rien, quoi. En Russie, c'était la même chose. Bon, vous avez eu une expérience un peu différente parce que vous êtes resté sédentaire, mais justement avec cette expérience sédentaire, les personnes avec qui vous avez pu vivre, quel est leur lien avec cette nature qui entoure? Parce qu'il y a l'arbre, évidemment, dans la forêt, mais il n'y a pas que les arbres. Déjà, il y a différentes variétés d'arbres, mais il y a aussi, ne serait-ce que le nombre de mots différents pour exprimer la neige en russe, ça marque un certain attachement à cette nature qui les entoure et qui parfois qui les contraint et qui parfois les pousse peut-être à se dépasser. Eux, moi, ce que j'ai vécu en tout cas en Extrême-Orient russe, c'est les gens, ils ont besoin de la forêt pour vivre, quoi.
pour trouver de la nourriture. La quête c'est pas trouver de l'argent au début, c'est trouver de la nourriture. L'argent, il court pas des rues, quoi. Alors maintenant, effectivement, plus on avance dans le temps, plus même tous ces endroits retirés où les gens vivaient dans cette survie où ils ne dépendaient que d'eux-mêmes et de leur capacité à aller trouver la nourriture et à réguler cette ressource. Plus on avance dans le temps, plus en fait les démarches capitalistes, enfin les logiques, je dirais, d'exploitation des ressources humaines et naturelles les contraignent, eux, à changer de mentalité, quoi. Mais moi, l'expérience que j'ai eue, donc on avait un mode de vie, on allait en forêt pour chasser, pour trapper. On vivait, enfin moi j'ai vécu en forêt, les gens du village maintenant, c'est surtout les hommes qui vont en forêt et les femmes qui restent à la maison. Donc il y a déjà une scission dans l'organisation familiale, c'est plus pareil. Enfin, il y a des déracinements qui ont été créés et qui font que le lien à la forêt reste leur dernière identité, en fait. Et eux, ils sont devenus la forêt, comme tu dis, tu vois, dans certaines langues, le mot neige, il a plein de mots. Chez les Udèges, quand tu regardes les broderies traditionnelles, c'est des lianes entremêlées, tu vois l'ours, tu vois le tigre, ouais non, je le vois pas, bah non, c'est normal, il est camouflé dans les machins, enfin tu vois. Et puis même dans leur manière d'être, c'est plutôt des gens, taciturnes, c'est des gens des bois, quoi. En fait, on reflète vraiment l'environnement dans lequel on vit, quand on vit connecté à notre environnement. Et après, par exemple, dans l'Altaï, nous, ce qu'on a découvert, c'est des gens qui ont vraiment codifié de manière spirituelle le lien à la nature. Et dans le but de préserver un équilibre environnemental et humain, donc de préserver la ressource pour pouvoir en vivre éternellement, en fait. Oui. Oui, justement, je rebondis sur ce que tu disais avec l'Altaï, justement, où justement il y a une petite légende qui, pour préserver la ressource, mais pour préserver aussi la biodiversité, c'est qu'il y a une petite légende qu'on donne aux enfants qui dit qu'il ne faut pas aller puiser de l'eau ni tôt le matin avant le lever du soleil, ni après son coucher, sinon l'eau peut t'emporter. Peut te manger, quoi. Donc à partir de cette légende-là, on fait peur aux enfants qui enregistrent ça. Et en fait, on s'aperçoit que cette légende, elle est faite pour les animaux parce que comme ça, si tu veux, la biche peut aller boire. Les animaux peuvent d'abord aller boire avant les humains. Et comme ça, par exemple, la biche allaiter son petit et les autres animaux vivre et pas les déranger, en fait. Et je trouve ça sympa, cette petite allusion de légende avec justement des pseudo-monstres, mais qui permettent en fait de faire comprendre ce qu'est la nature, en fait. C'est une sorte de cohabitation tout à fait raisonnée et respectueuse. Bien sûr, et je pense que c'est peut-être un petit peu ça qui nous manque, nous. Nous, je pense qu'on a été vachement déconnectés depuis maintenant des siècles de cette réalité-là, de cette nature-là qui, pourtant, à l'origine, nous apportait tout, en fait. Tout est là sur place pour qu'on soigne, pour qu'on s'alimente. Et je pense que, ces forêts-là sont encore à préserver. Ces peuples-là accompagnés peut-être aussi, ou je sais pas, mais... Et pour nous aujourd'hui en Bretagne, dans ce massif armoricain là, et les forêts que nous avons, est-ce que c'est trop tard selon vous, ou est-ce qu'on peut retrouver cet attachement, cette considération pour la nature, et peut-être même par l'éducation, apprendre aux enfants, quel bénéfice peut-on tirer d'une exploitation, parce qu'on l'exploite, mais raisonnable et raisonnée de la nature, et peut-être justement créer des zones vraiment préservées, on s'attacherait à pouvoir faire revivre un peu ces forêts dans cette forêt primaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Bretagne de ça, et quel est votre espoir en la matière ? Vaguement, je dirais que, si tu veux, ici, nous, notre richesse, c'est le bocage. Donc c'est un milieu qui a été façonné depuis des siècles par l'homme,
Et je pense que vouloir avoir ce qui se met en place à travers la France, ça s'appelle des réserves biologiques intégrales, mais ça, je crois, c'est un plan avec l'ONF qui sont en train de mettre en place des petits endroits. Je pense que nous, on a une richesse, justement, c'est ce bocage, c'est ces fonds de vallée. Et c'est vers ça qu'il faut se porter, en fait, parce justement, il faut continuer à garder ce maillage bocager pour que les animaux aussi puissent passer d'une forêt à l'autre, du Hot au bois de Kergris ou à d'autres forêts. Donc je pense c'est vers ça qu'il faut tendre. Et bien sûr, l'éducation à travers la nature et ces bois-là, quoi. En fait, pour juste revenir sur le thème d'avant qui est en lien du coup avec le thème de maintenant, pour moi, le dénominateur commun, c'est la capacité d'autonomie. C'est-à-dire, les gens, quand ils ont gardé leur lien à leur enracinement, enfin leur lien à la terre et à leur environnement, que ce soit la forêt, que ce soit le bocage, que ce soit un environnement de steppe, où le mode de vie, du coup, est pas du tout le même, mais c'est un mode de vie nomade aussi, mais d'éleveurs. Quand ils ont gardé cette connexion, en fait, à leur environnement, ils sont autonomes. Et ils peuvent ne pas être dans l'autodestruction et la destruction de leur environnement, quoi. Et du coup, ils sont moins vulnérables aussi aux logiques capitalistes, quoi. Et ici, je dirais, c'est pareil, c'est où est-ce qu'on retrouve notre autonomie de fonctionnement ? Est-ce que ça va être dans la création de grandes fermes, voilà, dans une logique d'exploitation qui finalement, aujourd'hui, on le voit, écologiquement, c'est une catastrophe, quoi. Ou est-ce que, en fait, on va être dans une démarche plus vivrière ? Donc, on habite dans un territoire et on en vit, c'est lui notre base. C'est la terre notre base, quoi. C'est elle qui peut nous nourrir. Et on a besoin qu'il y ait une biodiversité et qu'il y ait un équilibre écologique pour nous trouver nos ressources, quoi, les ressources dont on a besoin pour vivre. Et donc, pour moi, l'éducation, là où c'est important, c'est donner le goût aux enfants d'être autonomes dans un milieu naturel. Et aussi de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose, quoi. Tu vois, tous les problèmes mondiaux d'immigration aussi, c'est généré par l'illusion du fait qu'on a besoin... on a besoin de portables, on a besoin de voitures, on a besoin de vivre richement et on a besoin d'être des nantis et on a tous envie d'être comme ça, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment, en fait, nécessaire et à quoi ça nous mène, quoi ? Donc, c'est retrouver des plaisirs simples et, en fait, et retrouver un lien direct avec ce qui nous nourrit. Et ça, je pense, c'est une problématique mondiale, planétaire, quoi. La question, c'est où est la vraie richesse ? Est-ce qu'elle est pécuniaire ? Est-ce qu'elle est matérielle ? Ou est-ce qu'elle est dans l'échange, le savoir partagé, le partage des savoirs ? Et est-ce qu'elle n'est pas aussi dans le fait de se représenter, mais réellement, honnêtement, les conséquences de nos actes ? Parce que vous êtes travaillé dans la forêt, vous coupez un arbre, vous voyez tout de suite la conséquence immédiate, c'est-à-dire que la conséquence immédiate, il n'est plus là. D'un côté, la lumière qui l'obstruait permet aux plus petits de pousser à nouveau, c'est vrai, mais en même temps, c'est un rapport direct. Aujourd'hui, on achète une voiture, on ne voit pas... Enfin, on voit la conséquence directe, je vais pouvoir aller au village à côté acheter des piles. Mais on ne voit pas forcément la conséquence aussi, de se dire, j'ai dû la prendre, mais ça a engendré tant de CO2, quelle énergie, quelle débauche d'énergie, voilà. Donc, dans cette éducation des enfants, vous mettez ça aussi dedans, j'imagine, cette répercussion immédiate de nos actes, en fait. Ouais, moi je trouve que tu parles très bien. Non mais c'est vrai, tu soulèves vraiment ce qu'il y a à dire, quoi. Et effectivement, moi ce que j'ai ressenti en forêt quand j'étais donc dans la taïga vierge, où t'es rien qu'un pauvre mec avec ton couteau et ton fusil. Ou une jolie fille. Et une jolie fille. Non, mais et que tu te rends compte que l'animal, tu vois, faut que tu lui cours après, faut que tu le bluffes. Et puis il faut que tu imagines, une fois que tu l'auras tué, tu vas falloir le retirer sur tes épaules, il va falloir le ramener et tu donnes la mort. C'est pas anodin, mais ça nous nourrit.
Et ça te nourrit pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours. Et encore, il faut que tu saches conserver. Si c'est l'été, si c'est l'hiver, c'est pas pareil. Enfin, tu vois, ça te responsabilise complètement, en fait, dans où est-ce que tu mets ton énergie, comment tu la mets, pourquoi tu la mets, quoi. Et ça, ici, c'est très compliqué, en fait, de revenir à une lucidité. Parce que on est déconnecté. Enfin, ouais, on est déconnecté. Voilà, on allume l'eau, l'eau, elle coule, quoi. On a une rivière à la maison, on se rend plus compte. Pire, je pense que l'aberration d'aujourd'hui, c'est d'avoir les toilettes à eau, quoi. C'est de chier dans de l'eau potable. Ouais. Pour moi, c'est l'aberration de la bêtise humaine, quoi. Je veux dire, comment on peut faire ça, quoi. C'est un non-respect de quelque chose qui est primordial, c'est l'eau. Alors, dernière question, peut-être pour finir, malheureusement, mais peut-être pour vous, justement, parce que vous avez bien insisté au départ sur le fait que vous vouliez faire ce trajet à deux, d'où le fait de rencontrer Marilia, de lui en parler, mais vous avez fini tout seul, quand même. Et c'est pas une fin sur les 100 derniers kilomètres, hein. Bon, j'imagine que la question vous a été posée 1000 fois, mais comment avez-vous vécu ce parcours? Parce que vous êtes séparés au fin fond de la Russie. Après, vous avez dû prendre, j'imagine, un avion pour aller en Alaska. C'était en Alaska? Alors, en fait, c'était au Canada. Mais après, hors vélo, j'ai fait une excursion dans l'île de Sitka. Puisque ici en Bretagne, on a beaucoup de cette variété d'arbres qui s'appelle les épicéas de Sitka. Donc, et puis c'était un très joli lien parce que l'Alaska était russe à une époque, et que justement Sitka c'était la capitale russe en Alaska. Donc voilà, ça crée un petit peu un lien de l'après-voyage, quoi. Et vous avez trouvé l'endurance et la ressource intérieure nécessaire pour finir tous ces kilomètres sans elle, du coup? Comment ça s'est passé? Bah, évidemment, ça a été dur, mais après, faut accepter aussi les choix. Moi, de toute façon, je savais parce que Marilia revenait du Mexique quand on s'est rencontrés. Enfin, ça faisait 1 an que tu étais rentré du Mexique. Et moi, je pensais que en fait, elle allait rester plutôt au Mexique, retrouver un peu les personnes qu'elle avait connues là-bas. En fait, c'était clair. Moi, j'avais dit dès le départ que je partais pour un tour du monde, mais j'allais pas revenir, quoi. Donc à un moment donné, je sentais que j'allais m'arrêter quelque part. Voilà, c'était ce que au départ on s'était dit. Après, voilà, moi je connaissais rien à la Primorié ni à la Russie, donc je n'avais jamais imaginé que ça allait être en Russie ou en Primorié. Mais c'est vrai que c'est à cet endroit-là qu'il a fallu qu'on se sépare et qu'on a fait ce choix. Et moi je suis bien heureuse que Christophe, il ait continué tout seul, quoi. Et aussi, je pense que ça t'a permis d'expérimenter le voyage différemment, parce que je suis un peu une tête de mule, des fois. Aussi. Oui, bah forcément, quoi. Et puis, une fois de plus, tu vois, je m'aperçois, après coup, je veux dire avec le recul, que Marilia a fait un choix extraordinaire que, quelque part, moi, je cherchais. Si tu veux, d'aller vivre dans un de ces milieux-là, après, je sais pas comment j'aurais pu vivre ça, mais je cherchais vraiment à vivre reclus des mois dans la forêt ou avec des gens comme Marilia a fait, en fait, quelque part. C'est un peu ça quand j'ai continué. J'ai continué aussi parce que le projet, moi, je voulais le mener à terme. Et que de toute façon, dans ce voyage qui a duré 3 ans et demi, les épreuves ont été nombreuses. C'était une épreuve qu'il fallait aussi assumer, qu'il fallait continuer. Et après, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était ce qui était lourd, c'était aussi par rapport à Internet, tu vois, enfin tout ce qu'il fallait gérer derrière aussi pour continuer le site, pour continuer les films. Il y avait ça qui était un petit peu plus lourd, mais oui, je me devais de continuer. Mais j'ai fait un petit passage en Bretagne avant, pendant 2 mois, et je suis reparti après. C'était aussi une parenthèse dans le voyage où je suis rentré à Trémargat. Vous ressourcer. Ouais, on va dire ça comme ça. Résoudre un petit problème et puis repartir allègrement. Et donc, je suis reparti et je suis bien content d'avoir, bien sûr, c'était une autre expérience d'un côté, la mi-voyage, un voyage à deux, et la seconde partie, un voyage plutôt en solo. Avec toutes les expériences que ça peut apporter aussi et à la fin peut-être une confiance en soi aussi, bien sûr.
Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et l'émission touche à sa fin. On n'a pas trop parlé de la Russie. Hein. Non, on en parlera après. En tout cas, merci beaucoup.